Un silence inhabituel s'est abattu sur la petite route départementale qui serpente entre les champs, encore givrés du matin. Les premières lueurs de l'aube peinent à percer la brume lourde qui enveloppe la campagne toulousaine. C'est le 12 février 2014, un mercredi froid et sec, et dans ce coin reculé du Lauragais, rien ne semble devoir troubler la tranquillité routinière des villages. Pourtant, derrière les volets clos d'une maison aux pierres de Claire, à quelques kilomètres seulement de Villefranche de Lauragais, un mystère glaçant se prépare à éclater. La demeure, autrefois animée par les rires d'enfants et le va-et-vient quotidien d'une famille discrète mais intégrée dans la vie locale, semble étrangement figée. Les voisins, habitués aux silhouettes matinales, aux aboiements du chien ou simplement au bruit d'une voiture quittant l'allée pour rejoindre la nationale, constatent avec un léger malaise que, depuis plusieurs jours, la maison paraît inhabitée. Les rideaux tirés, la boîte aux lettres qui déborde de prospectus, l'absence de traces récentes dans la cour gravillonnée, tout cela commence à intriguer. Ce matin-là, une voisine, inquiète de n'avoir vu aucun mouvement depuis presque une semaine, s'approche de la grille. Elle appelle à voix basse, sonne à la porte, espérant un signe, un bruit, une présence. Mais la demeure garde son mutisme pesant. Après quelques instants d'hésitation, elle prévient la gendarmerie. Lorsque les gendarmes arrivent, peu après 10 heures, ils découvrent une scène à la fois banale et inquiétante. Rien ne laisse présager une effraction. La porte est soigneusement verrouillée de l'intérieur, les volets, tous clos, filtre la lumière comme pour maintenir volontairement la maison dans une obscurité artificielle. Pourtant, aucun signe de vie ne transparaît. À l'intérieur, après avoir forcé l'entrée, les militaires avancent prudemment. Le silence est assourdissant. Dans le salon, tout semble à sa place. La table basse, encombrée de magazines, un plaid négligemment jeté sur le canapé et une tasse de café vide posée sur le buffet. La cuisine porte encore les traces d'un repas interrompu. Un pain rassis sur la planche à découper, une assiette abandonnée dans l'évier, mais il n'y a personne. L'étage réserve la même impression troublante. Des lits défaits, des vêtements laissés sur une chaise, des cahiers scolaires posés en désordre. Rien ne laisse croire à un départ organisé. Les passeports, les clés de la maison et même les téléphones portables des enfants sont retrouvés à l'intérieur. Comme si la famille avait tout simplement cessé d'exister, happée par un vide mystérieux. Rapidement, l'inquiétude se transforme en angoisse. La famille, composée de 4 membres, un couple dans la quarantaine et leurs 2 enfants adolescents, est introuvable. Les recherches immédiates dans les environs ne donnent rien. Aucun voisin n'a entendu de cris, aucun mouvement suspect n'a été remarqué, aucun véhicule étranger n'a été aperçu. Le mystère s'épaissit au fil des heures, car en consultant les derniers relevés bancaires, les enquêteurs découvrent que les comptes Neuillet n'ont pas bougé depuis plusieurs jours. Les téléphones portables, eux, sont restés éteints depuis le même moment. Les amis proches interrogés confirment. Aucun message, aucun appel, aucune nouvelle. Le silence est total. Ce qui trouble davantage les enquêteurs, c'est l'absence d'explication rationnelle. Dans les affaires de disparition, on retrouve presque toujours un indice, une piste, un détail incohérent qui permet de lancer les premières hypothèses. Ici, tout paraît figé, comme si la famille avait été engloutie dans le néant. La maison, désormais bouclée et placée sous surveillance, devient rapidement le centre d'une agitation croissante. Les journalistes locaux, alertés par des fuites, commencent à se rassembler aux abords de la propriété. Les voisins, médusés, observent l'étrange balai des gendarmes, des techniciens en combinaison blanche et des véhicules banalisés. Dans ce paysage habituellement paisible, la tension devient presque palpable. D'heure en heure, l'affaire prend une tournure dramatique. Car plus le temps passe, plus la disparition paraît inquiétante. Les hypothèses s'enchaînent sans qu'aucune ne soit confirmée. Accident, fugue familiale, enlèvement, drame criminel, tout est envisagé mais rien ne s'impose. Et lorsque la presse nationale commence à relayer l'information, c'est tout un pays qui découvre, stupéfait, qu'une famille entière a disparu sans laisser la moindre trace dans la campagne toulousaine. Le soir même, les caméras des journaux télévisés diffusent les images de la maison désormais encerclée par les rubans de sécurité. Derrière l'écran, des millions de téléspectateurs découvrent ce décor banal devenu théâtre d'une énigme glaçante. Une maison semblable à tant d'autres, mais où le temps semble s'être arrêté brutalement. Au-delà de l'effroi et de la curiosité, une question obsède déjà les esprits. Comment une famille entière peut-elle disparaître ainsi, au cœur d'un village, sans que personne ne voie ou n'entende quoi que ce soit? Une certitude s'impose rapidement aux enquêteurs. Il s'est passé quelque chose de grave. Mais quoi exactement? La nuit tombe sur le Lauragais, enveloppant la maison d'un voile sombre. Dans le froid hivernal, les gendarmes continuent leurs investigations, conscients que les premières heures sont cruciales. Chaque minute qui passe éloigne un peu plus la possibilité de retrouver la famille saine et sauve. Et déjà, derrière les murs de la maison silencieuse, les techniciens de la police scientifique commencent à relever les premiers indices.
car dans ce décor figé, où tout semble normal, se cachent peut-être les traces infimes d'un drame encore invisible. La disparition glaçante de cette famille marque le début d'une affaire qui, au fil des jours, va prendre une dimension nationale et bouleverser durablement les esprits. Et alors que les projecteurs s'allument sur cette maison du Lauragais, l'histoire ne fait que commencer. La région toulousaine est une terre contrastée. Entre les collines vallonnées du Lauragais et l'effervescence de la métropole rose, on retrouve cette atmosphère singulière qui oscille entre modernité et tradition rurale. Ici, au cœur de la campagne, le temps semble s'écouler différemment. Les saisons dictent encore le rythme des jours, les marchés de village restent des lieux de rencontre, et les voisins, même s'ils ne se fréquentent pas quotidiennement, se connaissent au moins de vue. En ce début d'année 2014, la France vit une période marquée par l'incertitude économique. La crise pèse sur les foyers, l'emploi se raréfie, et dans les campagnes, beaucoup tentent de concilier une vie plus simple avec les contraintes d'un quotidien parfois difficile. Dans ce cadre, la famille disparue, les Delmas, ne suscitait jusqu'alors aucune attention particulière. Le père, Jean-Marc Delmas, 44 ans, est technicien dans une petite entreprise d'électricité de la périphérie toulousaine. Réputé sérieux et ponctuel, il est apprécié par ses collègues pour son professionnalisme et sa discrétion. Ce n'est pas un homme expansif. Ceux qui le côtoient déjà en décrivent un individu réservé, presque effacé, mais toujours prêt à rendre service. Sa voiture, une berline grise, banale, était un repère familier dans la cour gravillonnée. Son épouse, Claire, 42 ans, enseignante en école primaire, incarnait la figure souriante et chaleureuse de la maison. Elle avait grandi dans le village voisin et y conservait des attaches profondes. Les parents d'élèves la décrivent comme une femme attentive, douce et méthodique, qui savait faire preuve d'autorité sans jamais hausser la voix. Dans les couloirs de l'école, sa silhouette menue et son éternel foulard coloré étaient devenus familiers. Le couple avait 2 enfants. Lucie Taram, 15 ans, adolescente studieuse, passionnée de lecture, et Mathis, 12 ans, joueur de football dans le petit club local. Leur quotidien semblait refléter une vie ordinaire, rythmée par les devoirs, les entraînements sportifs et les repas partagés. Une famille comme tant d'autres, diraient plus tard les voisins. Le quartier où ils vivaient n'était pas isolé. La maison des Delmas se trouvait à la sortie d'un bourg d'environ 2000 habitants, une commune traversée par une nationale reliant Toulouse à Carcassonne. On y trouvait une boulangerie, une pharmacie, quelques cafés et un tabac-presse. Les habitants se croisaient régulièrement au supermarché ou au marché dominical. Tout le monde se connaissait suffisamment pour remarquer une absence inhabituelle. C'est ce qui explique sans doute pourquoi l'inquiétude a grandi si vite. Dans ce type de village, l'absence d'une famille entière, surtout avec des enfants scolarisés, ne passe pas inaperçue. Dès le 3e jour, certains ont commencé à s'interroger. Mais ce n'est qu'au 6e jour, lorsque les volets restèrent toujours clos, que l'alerte fut donnée. À cette époque, l'insécurité et les faits divers marquants alimentent les discussions quotidiennes. Les journaux relaient régulièrement des affaires de cambriolage violent, de fugues d'adolescents ou de disparitions inquiétantes. Pourtant, les habitants du Lauragais n'imaginaient pas être confrontés à un tel mystère, encore moins sous la forme d'une disparition collective. La maison des Delmas, bâtisse simple mais entretenue avec soin, était à l'image de ses occupants, discrète, sans ostentation. Une clôture basse entourait le jardin, un chien croisé labrador dormait souvent près de la terrasse et un grand cerisier dominait l'allée. Rien ne laissait présager qu'elle deviendrait le centre d'un drame national. Pour comprendre l'impact de cette affaire, il faut revenir à l'atmosphère locale de ces jours de février. Les enfants du village préparaient les vacances d'hiver, les agriculteurs parlaient déjà des semis à venir, et dans les cafés, les conversations tournaient autour du rugby, sport roi de la région. L'annonce de la disparition a donc eu l'effet d'une onde de choc. Très vite, les habitants se sont sentis directement concernés. Chacun se remémorait la dernière fois qu'il avait croisé un membre de la famille. Un tel se souvenait avoir vu Claire au marché, quelques jours plus tôt, discutant avec une amie. Un autre avait aperçu Jean-Marc dans sa voiture, en direction de Toulouse. Les adolescents du collège évoquèrent le sourire timide de Lucie, les passes précises de Mathis lors du dernier entraînement. Ces souvenirs, soudain, prenaient de une valeur étrange, presque angoissante. L'ambiance sociale du village a basculé. Les habitants, d'abord sceptiques, ont rapidement ressenti une peur diffuse. Car si une famille entière peut disparaître ainsi, sans prévenir, cela signifie que personne n'est réellement à l'abri. La rumeur a commencé à enfler. Certains parlèrent d'un départ volontaire, d'autres évoquaient un drame caché, et quelques-uns murmuraient même l'hypothèse d'un acte criminel commis par un voisin. Dans ces petites communautés, la méfiance s'installe vite, et les regards changent. La presse locale, en quête d'indices, a accentué cette atmosphère lourde. Les titres des journaux régionaux titrèrent déjà « Disparition inquiétante d'une famille dans le Lauragais »,
Les reporters cherchaient à interroger les habitants qui, partagés entre peur et curiosité, livraient des impressions fragmentaires. On voyait surgir les premières images de la maison. Façade neutre, rideaux tirés, boîte aux lettres débordante. Des images banales, mais qui, répétées à la télévision, prenaient une dimension glaçante. Les gendarmes, eux, tentèrent de garder la maîtrise. Le capitaine en charge de l'enquête, visage fermé, s'exprimait brièvement devant les caméras, confirmant que toutes les pistes étaient envisagées. Derrière cette formule, les habitants devinaient surtout une inquiétude contenue. À mesure que les heures passaient, une question revenait avec insistance. Que s'était-il réellement passé à l'intérieur de cette maison ? Les plus anciens du village, habitués aux histoires de campagne, où l'on exagère parfois les événements, reconnaissaient qu'ils n'avaient jamais vu pareille situation. Car si une disparition isolée pouvait s'expliquer par une fugue ou un accident, l'absence d'un foyer entier semblait défier toute logique. C'est dans ce climat étrange mêlé de peur et de fascination que l'affaire a commencé à prendre de l'ampleur. Les habitants, jusque-là préoccupés par leurs soucis quotidiens, se sont retrouvés propulsés au cœur d'un fait divers qui allait bientôt dépasser les frontières de leur région. La campagne toulousaine, d'ordinaire paisible, devenait le théâtre d'un mystère glaçant. Un mystère qui, dès ses premiers jours, révélait des zones d'ombre inattendues et des contradictions troublantes. Car très vite, les enquêteurs allèrent redécouvrir que derrière l'image d'une famille sans histoire se cachaient des tensions invisibles. Derrière les murs de pierre beige et les volets bleus de la maison Delmas se jouait depuis des années une vie de famille apparemment ordinaire, rythmée par les obligations du quotidien. Mais comme souvent dans les affaires criminelles qui bouleversent l'opinion, l'apparence ne suffit pas à décrire la réalité. Lorsque les enquêteurs se penchent sur la personnalité des disparus, un tableau plus nuancé, plus troublant, commence à se dessiner. Jean-Marc Delmas, le père, est né à Toulouse dans une famille modeste. Très tôt, il se passionne pour l'électronique et les installations électriques. Après un BEP puis un BTS, il entre dans une petite entreprise spécialisée en maintenance industrielle. Ses collègues le décrivent comme méticuleux, parfois un peu rigide. Il n'aimait pas les surprises, confiera plus tard l'un d'eux. Sa vie semblait se limiter à deux sphères, le travail et la maison. Peu d'amis proches, pas de vie sociale foisonnante, mais dans son métier, il était fiable. Et cela suffisait à lui donner une réputation d'homme sérieux. À la maison, Jean-Marc apparaissait comme un père présent, mais discret. Il aidait volontiers son fils Mathis à bricoler des maquettes, mais il laissait à son épouse Claire la gestion des affaires familiales. Ceux qui le connaissaient évoquent un homme parfois taciturne, préoccupé, comme si un poids invisible l'accompagnait. Mais aucun signe extérieur ne permettait d'imaginer qu'il aurait pu être au centre d'un drame. Claire Delmas, née Bonnet, est le visage chaleureux de la famille. Originaire du village voisin, elle a grandi dans une atmosphère rurale entourée d'une famille aimante. Enseignante en primaire, elle était connue pour son dévouement. Ses collègues louaient son sens de l'écoute, sa patience avec les enfants en difficulté. Ses amis proches racontent qu'elle était souvent celle à qui l'on se confiait, celle qui trouvait toujours les bons mots pour apaiser. Mais derrière ce sourire bienveillant, certains affirment qu'elle pouvait se montrer plus fragile qu'il n'y paraissait. Une de ses amies d'enfance confiera aux enquêteurs, Claire avait parfois des moments de découragement. Elle disait que la vie lui semblait lourde, qu'elle aurait voulu voyager, faire autre chose que rester ici. Ces confidences, anodines à l'époque, prennent une résonance troublante après la disparition. Les enfants, eux, complétaient ce tableau d'une normalité presque exemplaire. Lucie, l'aînée, 15 ans, était une élève sérieuse. Réservée, elle passait beaucoup de temps dans sa chambre, plongée dans ses romans ou connectée à son ordinateur. Ses professeurs la décrivaient comme une adolescente brillante mais discrète, peu encline à se mêler au bavardage du groupe. Quelques camarades de classe évoquaient une fille parfois mystérieuse qui semblait porter un monde intérieur plus riche que ce qu'elle laissait paraître. Mathis, 12 ans, incarnait le contraire de sa sœur. Extrêmement sociable, toujours en mouvement, passionné de sport, il était un pilier de l'équipe de football locale. Ses entraîneurs voyant en lui un jeune prometteur capable de fédérer ses camarades. Dans le village, son énergie communicative était connue de tous. On le voyait régulièrement, ballon au pied, improvisant des matchs dans le terrain vague derrière la maison. À première vue donc, rien d'inhabituel. Une famille de la classe moyenne, ancrée dans son territoire, respectée et discrète. Mais en grattant un peu la surface, les enquêteurs vont découvrir que derrière les sourires de façade, les Delmas vivaient avec leurs propres tensions. Côté conjugal, tout n'était pas aussi harmonieux que l'image que le couple donnait à l'extérieur. Les proches de Claire évoquaient des disputes de plus en plus fréquentes avec Jean-Marc. Elle disait qu'il était fermé,
qu'il ne parlait jamais de ce qu'il ressentait, racontera une collègue. Certains se souviennent même de confidences plus inquiétantes où Claire avouait se sentir prise au piège. D'autres témoignages relatent un mari parfois autoritaire, soucieux de tout contrôler dans la maison, notamment les finances. Rien qui ne laisse présager un danger immédiat, mais assez pour que le couple soit perçu, avec le recul, comme fragile. Chez les enfants aussi, de petites fissures apparaissaient. Lucie, malgré sa réussite scolaire, semblait vivre dans un isolement grandissant. Des camarades ont noté un changement subtil dans son comportement quelques semaines avant la disparition. Elle paraissait plus anxieuse, moins souriante, parfois absente en classe. Quant à Mathis, son enthousiasme habituel avait été tempéré par une série de disputes familiales. Il en parlait à l'entraînement, se souvient un coéquipier. Il disait qu'à la maison, ça criait parfois qu'il préférait rester dehors. Un autre élément trouble viendra renforcer ce portrait. Quelques jours avant la disparition, Claire aurait été aperçue seule, à la terrasse d'un café, en train d'écrire frénétiquement dans un carnet. Une connaissance l'a décrite comme étrangement nerveuse, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être surprise. L'existence de ce carnet n'a jamais été confirmée, mais le témoignage est resté dans les archives de l'enquête. Du côté de Jean-Marc, certains collègues remarquent également un comportement singulier. À l'atelier, il aurait confié être épuisé et avoir besoin de prendre du recul. Selon un autre témoignage, il aurait prononcé cette phrase troublante. Parfois, je me demande si tout ça a encore un sens. De simples paroles prononcées dans un moment de lassitude ou l'expression d'un mal-être plus profond. Dans les enquêtes criminelles, chaque détail prend un relief particulier après coup. Et dans cette affaire, les premiers signes troubles semblaient s'accumuler sans que personne ne les relie avant la disparition. Les relations extérieures des Delmas sont aussi passées au crible. La famille n'avait pas d'ennemis connus, mais Jean-Marc entretenait des liens tendus avec son frère aîné à propos d'un héritage non réglé. Quant à Claire, une rumeur persistante, évoquée par certaines voisines, parlait d'une amitié trop proche avec un collègue de l'école, un autre enseignant. Rien de concret n'a jamais été prouvé, mais ces murmures alimentaient les spéculations après la disparition. Tout cela aurait pu rester des histoires ordinaires de famille, si le mystère n'avait pas éclaté. Mais replacés dans le contexte d'une disparition collective, ces éléments prennent une valeur inquiétante, car ils dessinent l'image d'un foyer moins serein qu'il n'y paraissait. Les enquêteurs, en dressant ces portraits croisés, comprennent alors une chose. Le drame qui se cache derrière les volets clos de la maison Delmas ne peut pas être réduit à une simple disparition inexpliquée. Il est lié d'une manière ou d'une autre à la complexité de ces personnalités, à leur fragilité et à leurs contradictions. Et à mesure que les gendarmes plongent dans l'intimité des Delmas, une conviction grandit. Quelque chose avait commencé à se fissurer bien avant ce mois de février 2014. Une fissure invisible qui allait bientôt s'élargir jusqu'à engloutir une famille entière. Lorsque l'on reconstitue, pièce par pièce, le puzzle des jours qui ont précédé la disparition des Delmas, une vérité dérangeante se dessine peu à peu. Ce n'était pas un drame soudain, tombé comme la foudre par hasard. Derrière l'image figée d'une famille ordinaire, quelque chose s'était mis à craquer, lentement, insidieusement. Comme une fissure invisible dans un mur trop lisse qui s'élargit sans que personne n'y prête attention jusqu'à menacer l'équilibre tout entier. Les enquêteurs vont rapidement découvrir que les dernières semaines avant la disparition furent marquées par des comportements inhabituels, des gestes troublants, des paroles qui, sur le moment, semblaient anodines, mais qui prennent aujourd'hui une coloration sinistre. Claire, la mère, paraît la première à avoir laissé transparaître ce malaise. Dans son entourage, plusieurs amis rapportent qu'elle paraissait préoccupée, presque absente. Une collègue de l'école se souvient l'avoir vue s'arrêter brusquement en pleine réunion, fixer le vide, avant de reprendre comme si de rien n'était. Elle semblait ailleurs, comme si quelque chose la rongeait, dira-t-elle plus tard. Une autre affirmera que Claire s'était confiée à demi-mot sur ses doutes conjugaux, évoquant un climat tendu à la maison. Des mots lourds de sens. « Je n'en peux plus, parfois j'ai l'impression d'étouffer ». Jean-Marc, de son côté, multipliait les signes d'un stress inhabituel. Un collègue l'a entendu hausser la voix au téléphone, dans un coin de l'atelier, une chose rare pour cet homme d'ordinaire calme. Un autre raconte qu'il avait oublié un rendez-vous professionnel important, ce qui ne lui ressemblait pas. Ces petits accros dans sa routine méticuleuse intriguèrent déjà son entourage, sans que personne n'imagine la gravité de ce qui se tramait. Puis il y eut les enfants. Lucie, l'adolescente discrète, s'était montrée plus renfermée que d'habitude. Ses professeurs notent des absences de concentration, des copies rendues lisées à moitié faites, une nervosité inhabituelle. Une camarade confiera « Elle m'a dit un jour qu'elle rêvait de partir loin, de tout quitter.
Je croyais qu'elle parlait comme une ado, mais peut-être que c'était plus sérieux. Quant à Mathis, il avait raconté à un coéquipier que ses parents se disputaient souvent le soir, qu'il préférait rester dehors plutôt que d'assister à ces éclats de voix. La fissure devient plus visible lorsqu'on se penche sur les derniers jours. Plusieurs témoins rapportent avoir vu Jean-Marc et Claire se disputer violemment devant leur maison, un fait exceptionnel pour ce couple d'ordinaire discret. Une voisine décrit une scène où Claire, les larmes aux yeux, s'était précipitée à l'intérieur en claquant la porte, tandis que Jean-Marc restait immobile sur le pas de la porte, livide. Ce n'était pas tout. Les relevés bancaires de la famille révèlent une anomalie. Quelques jours avant la disparition, Jean-Marc avait retiré une somme importante en liquide, près de 2000 €, chose qu'il ne faisait jamais. Personne ne sait où est passé cet argent. Était-ce pour préparer une fuite? Pour payer une dette? Ou pour autre chose de plus sombre? Autre détail intrigant, le chien de la famille, ce labrador noir qui accompagnait toujours les enfants, avait été retrouvé errant dans un champ voisin quelques jours après la disparition. L'animal, affamé mais sans blessure, semblait avoir été volontairement écarté de la maison. Ce simple détail ajoute une dimension troublante. Dans la majorité des drames familiaux, le sort réservé aux animaux domestiques est souvent révélateur de la préméditation. À mesure que les gendarmes interrogent l'entourage, les récits se croisent et révèlent un tableau plus sombre qu'il n'y paraissait. Jean-Marc, d'après certains, paraissait jaloux de l'amitié de Claire avec un collègue. D'autres affirment qu'il avait parlé de quitter son travail comme s'il préparait une rupture radicale. Une amie de Claire dit même qu'elle lui avait confié « Il y a des choses que tu ne sais pas, mais tu comprendras bientôt ». Tout cela laisse entrevoir une tension croissante, mais aussi une atmosphère d'attente. Comme si chacun, dans cette maison, sentait que quelque chose allait arriver. La fissure prend une dimension encore plus inquiétante lorsqu'on découvre que Lucie, la fille aînée, avait échangé des messages sur les réseaux sociaux avec une amie d'un lycée voisin. Dans l'un d'eux, elle écrivait « J'ai peur de ce qui va se passer. Papa n'est pas comme d'habitude ». Ces mots, récupérés plus tard par les enquêteurs, résonnent comme un avertissement ignoré. Enfin, il y eut ce détail glaçant. La veille du signalement officiel de la disparition, un voisin affirme avoir entendu, tard dans la nuit, un bruit sourd en provenance de la maison. Pas un cri, pas un vacarme prolongé. Un choc, bref, suivi d'un silence absolu. À l'époque, il n'y a pas prêté attention. Mais rétrospectivement, ce souvenir rend son témoignage. Tous ces éléments, mis bout à bout, dessinent une ligne de fracture invisible mais bien réelle. La famille Delmas n'était pas seulement victime d'un événement brutal et imprévisible, elle vivait déjà dans l'ombre d'une tension, d'un malaise, d'un secret que personne ne voulait nommer. Et cette fissure, imperceptible pour l'extérieur, allait bientôt se transformer en véritable fracture. Un basculement irréversible qui conduirait au drame. À mesure que les jours passent et que les enquêteurs fouillent car la vie des Delmas, l'impression d'un malaise diffus se transforme en certitude, la famille n'a pas simplement disparu par hasard. Quelque chose dans leur quotidien s'était accéléré. Une mécanique inquiétante, invisible pour l'extérieur, mais qui, vue rétrospectivement, laisse apparaître une montée progressive vers le drame. Les contradictions apparaissent d'abord dans le comportement du père, Jean-Marc. Cet homme méthodique, régulier dans ses habitudes, avait brusquement changé de rythme. Un collègue témoigne qu'il avait quitté le travail plus tôt à plusieurs reprises, sans explication. D'autres affirment qu'il paraissait nerveux, plus irritable. Un détail frappe les enquêteurs. Jean-Marc avait cessé, presque du jour au lendemain, de participer aux discussions à la pause déjeuner, lui qui, même discret, ne manquait jamais ces moments de sociabilité. Il semblait absorbé, comme s'il portait un secret trop lourd, confiera un témoin. Dans la maison, les tensions conjugales s'étaient intensifiées. Les voisins proches rapportent avoir entendu plusieurs disputes nocturnes, des éclats de voix étouffés par les murs mais suffisamment distincts pour qu'on comprenne que la situation dégénérait. L'une d'elles, particulièrement violente, aurait eu lieu moins d'une semaine avant la disparition. Certains disent avoir perçu le prénom de Claire hurler avec rage, suivi d'un bruit de verre brisé. Pourtant, personne n'avait jugé nécessaire d'alerter la gendarmerie. Après tout, dans les villages, on préfère souvent se taire. Ce qui se passe derrière les volets, c'est une affaire de famille. Mais l'escalade ne se limitait pas aux disputes. Les relevés téléphoniques mettent en évidence un élément troublant. Dans les 10 jours précédant la disparition, Jean-Marc avait passé plusieurs appels vers un numéro inconnu localisé dans une commune voisine. Des conversations courtes, répétées, presque quotidiennes. L'abonné, identifié plus tard comme un homme déjà connu des services de police pour escroquerie, refusait toute explication claire. Quel lien pouvait exister entre cet individu et Jean-Marc Delmas? Les enquêteurs ne le sauront jamais vraiment. Mais ce détail renforçait l'idée que quelque chose d'opaque se tramait en coulisses. De son côté, Claire semblait vivre un basculement tout aussi troublant. Ses collègues notent un changement radical dans son attitude. Elle, habituellement posée et organisée, arrivait en retard, oubliait des documents essentiels, paraissait ailleurs.
L'une d'elles se souvient d'un échange glaçant. Elle m'a dit qu'elle craignait que les choses me le finissent mal, mais elle n'a pas voulu préciser. Je pensais qu'elle parlait de ses disputes avec Jean-Marc. Aujourd'hui, je me demande si elle n'avait pas pressenti le drame. Les enfants n'échappaient pas à ce climat délétère. Lucie, 15 ans, a laissé derrière elle quelques pages de carnet retrouvées plus tard par les enquêteurs. De simples notes griffonnées, mais lourdes de sens. J'ai peur. Ils se disputent de tout le temps. Papa n'est plus comme avant. J'aimerais partir. Ces mots, rédigés peu avant la disparition, témoignent d'une adolescente piégée dans un foyer devenu étouffant. Quant à Mathis, ses entraîneurs rapportent qu'il s'était montré inhabituellement distrait lors des derniers entraînements. Lui, d'ordinaire, souriant et vif, semblait absent, comme accablé par un poids qu'il ne pouvait pas partager. Puis surviennent des faits encore plus troublants. 3 jours avant le signalement officiel de la disparition, la famille y avait été vue pour la dernière fois dans un supermarché de la périphérie. Les caméras de surveillance montrent une scène banale. Claire poussant un chariot, Jean-Marc derrière elle, les enfants discutant à voix basse. Mais en regardant attentivement, un détail attire l'attention des enquêteurs. Aucun échange de regards, aucun sourire, aucun signe d'une complicité familiale. Tous semblent tendus, enfermés dans un silence pesant, comme si chaque membre de la famille vivait déjà dans sa propre bulle, détaché des autres. Cette séquence, d'une banalité glaçante, deviendra l'une des dernières images connues des Delmas. Un autre élément viendra ajouter à l'inquiétude. 2 jours avant la disparition, le collège de Mathis reçoit un appel anonyme annonçant que l'enfant ne reviendrait plus en cours. L'appel, passé depuis une cabine publique, reste introuvable dans les investigations. Mais son existence laisse planer une ombre inquiétante. Qui aurait pu savoir que la famille allait disparaître? Était-ce une mauvaise plaisanterie ou la trace d'une organisation plus sombre? À mesure que ces indices s'accumulent, une peur sourde gagne les proches et les enquêteurs. Car les faits semblent indiquer une préparation, une montée en tension, et non un accident soudain. L'absence d'effraction dans la maison, le chien volontairement écarté, les volets fermés de l'intérieur, tout laisse penser à une mise en scène contrôlée. Les contradictions abondent. Jean-Marc, qui avait retiré une forte somme en liquide, n'avait laissé aucune trace d'un projet de voyage. Claire, qui se disait étouffée, continuait pourtant de planifier des activités scolaires à long terme. Lucie, qui confiait sa peur à son carnet, continuait à rendre ses devoirs au collège, comme si chacun vivait à la fois dans la continuité de la vie quotidienne et dans l'ombre d'un basculement imminent. Dans le village, l'inquiétude se transforme en véritable psychose. Les habitants s'interrogent, une famille entière peut-elle disparaître sans complice ? Certains évoquent l'idée d'un pacte, d'une décision collective. D'autres murmurent qu'un tiers, peut-être un voisin, aurait joué un rôle. Les conversations s'enveniment, chacun se méfiant de chacun. On se disait que si ça leur arrivait, ça pouvait arriver à n'importe qui, confiera une habitante. L'escalade atteint son paroxysme lorsque la gendarmerie découvre, dans les poubelles de la maison, plusieurs courriers déchirés. Parmi eux, une lettre adressée à Jean-Marc, provenant d'une société de crédit, rappelant des dettes impayées. Une autre, manuscrite, restée incomplète, semblait être écrite par Claire. « Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur pour les enfants. J'ai peur de toi. » Était-ce une ébauche de confession, une lettre jamais envoyée ou un simple exutoire? Personne ne le saura avec certitude. Tout cela contribue à installer une atmosphère suffocante. Ce qui, au départ, ressemblait à une disparition mystérieuse, prend désormais les contours d'un drame inéluctable. Les fissures se sont élargies, les tensions ont explosé, et l'ensemble laisse deviner une escalade vers un point de rupture. Car plus les enquêteurs avancent, plus une certitude s'impose, cette famille n'a pas été happée par le hasard. Elle a été entraînée dans une spirale de peur, de contradictions et de secrets qui ne pouvaient mener qu'à une issue tragique. Et cette issue, terrible et irréversible, allait bientôt éclater au grand jour. Le 17 février 2014, 5 jours après le signalement de la disparition, la campagne toulousaine s'éveille sous un ciel gris d'hiver. Les gendarmes, épuisés par des recherches infructueuses, s'apprêtent à étendre leur périmètre d'investigation. Mais ce matin-là, un détail infime va faire basculer l'affaire. Un employé communal chargé d'entretenir un chemin forestier à quelques kilomètres du village remarque quelque chose d'anormal, une odeur lourde, persistante, qui s'échappe d'un talus recouvert de branchages. Intrigué, il s'approche et distingue, à moitié dissimulée sous un amas de feuilles, la carcasse d'un sac de sport. En soulevant légèrement la fermeture usée, l'homme recule aussitôt, horrifié. L'intérieur contient des vêtements ensanglantés. Il alerte immédiatement la gendarmerie. Quelques heures plus tard, la zone est bouclée. Les techniciens de l'identité judiciaire fouillent méthodiquement le bois. C'est alors que, sous une bâche plastique grossièrement dissimulée, ils découvrent l'impensable, les corps des 4 membres de la famille Delmas, allongés côte à côte dans un silence glaçant.
L'image choque même les enquêteurs les plus aguerris. Jean-Marc, Claire, Lucie et Mathis, tous retrouvés morts, portèrent des traces de violence indiscutables. Les premiers examens révélèrent des coups portés à la tête, et pour 2 d'entre eux, des marques d'étranglement. Aucun signe de lutte importante, ce qui laisse supposer qu'ils ont été surpris, peut-être attaqués dans leur sommeil. Le chien de la famille, lui, n'est nulle part. Déjà retrouvé vivant quelques jours plus tôt, comme volontairement écarté de la scène du crime. La découverte glace la région et marque un tournant, car jusqu'ici, on pouvait encore espérer une disparition volontaire, une fuite, un mystère sans drame. Mais désormais, il n'y a plus de doute. Les Delmas ont été assassinés. Le récit du drame, tel qu'il sera reconstitué par les enquêteurs et les experts, s'avère terrifiant. Tout laisse penser que la tuerie s'est déroulée dans la nuit du 11 au 12 février dans la maison familiale. Les volets fermés, la porte verrouillée de l'intérieur, un huis clos macabre. Les indices retrouvés sur place témoignent d'un scénario d'une brutalité méthodique. Dans la chambre parentale, des traces de sang séchées sur le drap. Dans celle de Lucie, un oreiller portant les marques d'une pression violente. Dans la cuisine, un couteau manquant, jamais retrouvé. Et surtout, dans le salon, un tapis roulé sur lui-même contenant de minuscules éclaboussures sanguines. L'autopsie viendra confirmer l'horreur. Jean-Marc et Claire ont été frappés à la tête, probablement à l'aide d'un objet contondant. Lucie et Mathis, eux, ont été étranglés. La précision du geste laisse croire à une volonté d'ôter la vie rapidement, sans cri, sans alerte. Un acte calculé, presque froid. Pour les enquêteurs, 2 hypothèses émergent immédiatement. La première, l'œuvre d'un intrus, un cambrioleur ou un agresseur venu de l'extérieur. Mais rien ne manque dans la maison. Les bijoux, l'argent liquide, les ordinateurs, tout est resté à sa place. La seconde hypothèse, plus glaçante, dont s'impose alors, est si le drame avait été commis par l'un des leurs. Car un détail ne cesse de troubler. La position des corps, alignés, recouverts d'une bâche, déplacée après le crime. Comme si celui qui avait agi connaissait parfaitement la famille, connaissait la maison et avait pris le temps de mettre en scène la mort. Un étranger aurait-il vraiment pris un tel risque ? Dans le village, la nouvelle de la découverte provoque un choc indescriptible. Les habitants, déjà bouleversés par la disparition, sont anéantis. Les visages se ferment, les larmes coulent, beaucoup refusent d'y croire. Pas eux, pas ici, répètent un peu certains. La presse, elle, s'empare du drame. Les journaux nationaux parlent désormais de tuerie du Lauragais. Les caméras envahissent la petite commune à la recherche du moindre témoignage. Et au cœur de ce tumulte, une question obsède tout le monde. Qui a pu tuer une famille entière sans laisser de traces apparentes ? Les gendarmes fouillent chaque recoin de la maison, chaque recoin de la vie des Delmas. Très vite, un premier élément vient semer le doute. Les experts ne trouvent aucune trace d'effraction. Rien ne prouve qu'un intrus ait pénétré par la force. La porte était verrouillée de l'intérieur, comme si les Delmas avaient eux-mêmes ouvert à leur bourreau. Autre élément dérangeant, sur le corps de Jean-Marc, on retrouve des traces compatibles avec une lutte légère, des griffures superficielles, mais pas sur les autres. Cela suggère que le père s'est réveillé, a tenté de résister, avant d'être réduit au silence. Claire et les enfants, eux, auraient été pris dans leur sommeil ou maîtrisés très rapidement. Ce scénario, brutal et précis, plonge les enquêteurs dans un doute terrifiant. Et si l'hypothèse de l'intrus était trop simple ? Et si le drame s'était noué à l'intérieur même de la famille ? Les rumeurs redoublent. Dans les cafés du village, si on chuchote des théories. Un crime passionnel, une vengeance, un règlement de compte lié aux dettes de Jean-Marc. Certains osent même formuler l'idée glaçante d'un meurtre-suicide, où l'un des parents aurait tué les autres avant de mettre fin à ses jours. Mais cette hypothèse ne colle pas. Les corps ont tous été retrouvés regroupés, transportés dans les bois, et aucun signe de suicide n'apparaît. Peu à peu, la peur laisse place à une obsession. Comprendre. Car l'assassin ou les assassins sont toujours dehors. Et dans un coin reculé comme celui-ci, chacun se demande si le danger rôde encore. Ce qui s'est passé dans la maison des Delmas cette nuit-là reste encore flou, mais une certitude s'impose. Il ne s'agit pas d'un accès de violence impulsive. C'était un geste prémédité, exécuté avec froideur, un basculement terrifiant qui a transformé une demeure paisible en théâtre d'une tragédie irréversible. Et désormais, l'enquête s'annonce titanesque. Car il va falloir démêler, parmi les apparences d'une vie ordinaire, les vérités cachées qui ont mené à ce massacre. Une plongée dans les ombres les plus sombres de la famille Delmas vient tout juste de commencer. À partir du moment où les corps de la famille Delmas sont découverts, l'affaire change de dimension. Elle n'est plus celle d'une disparition mystérieuse, mais bien celle d'un quadruple homicide. Dès le lendemain, une cellule spéciale est ouverte au sein de la gendarmerie de Toulouse, son nom de code Opération Lauragais. L'objectif est clair, identifier le ou les responsables, comprendre le déroulement du drame et éviter que la psychose, déjà palpable dans le village, ne s'installe durablement dans toute la région. Les premières heures de l'enquête sont consacrées aux relevés techniques.
Dans la maison familiale, les experts en police scientifique multiplient les prélèvements. Sous la lumière froide des projecteurs portatifs, chaque pièce est inspectée, photographiée, scannée. Sur le carrelage de la cuisine, des traces de sang dilué indiquent une tentative de nettoyage. Dans la chambre des enfants, des fibres textiles étrangères sont retrouvées sur les draps. Dans le salon, une empreinte partielle de chaussure de taille 43 apparaît sur un parquet poussiéreux. Ces indices sont précieux, mais ils soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Car si les empreintes digitales relevées appartiennent toutes aux membres de la famille, aucune ne correspond à un tiers. Quant à la chaussure, impossible de dire si elle est celle de Jean-Marc, de Claire ou de quelqu'un d'autre. Les gendarmes s'intéressent alors à la chronologie. Selon les premiers éléments, les Delmas auraient été tués dans la nuit du 11 au 12 février. Mais quand leurs corps ont-ils été déplacés jusqu'au bois? Les médecins légistes estiment que le transport a eu lieu dans les 24 heures suivantes. Cela signifie que les meurtriers ont pris un risque énorme. Traverser la campagne avec une bâche contenant 4 cadavres sans être vus. Un geste d'une audace qui laisse penser à une parfaite connaissance du terrain. Très vite, les enquêteurs fouillent l'entourage proche. Les voisins sont réinterrogés. L'un d'eux, un agriculteur, affirme avoir vu une lumière inhabituelle dans la maison, en pleine nuit, quelques jours avant la découverte. Un autre dit avoir entendu un bruit de moteur vers 2 heures du matin dans l'allée menant au bois. Ces témoignages fragmentaires dessinent un scénario, mais rien de concret. Les regards se tournent alors vers le père, Jean-Marc Delmas. Était-il l'auteur du drame avant qu'un complice n'organise la dissimulation? L'idée d'un meurtre-suicide est envisagée, mais rapidement écartée, aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux, et les blessures infligées ne correspondent pas à ce type de scénario. Pourtant, un faisceau d'éléments le place au centre des soupçons. Les gendarmes découvrent que Jean-Marc était endetté. Près de 30 000 € de crédits à la consommation, accumulés au fil des années, pesaient sur le foyer. Sa situation professionnelle jugée stable ne suffisait plus à masquer les difficultés financières. Et surtout, certains collègues affirment qu'il avait récemment confié son désespoir. Il disait qu'il n'en pouvait plus, que tout allait s'écrouler. Mais Claire, son épouse, n'était pas épargnée par les soupçons, car ses proches évoquent cette fameuse amitié trop proche avec un collègue instituteur. Les enquêteurs interrogent cet homme, qui nie toute relation autre que professionnelle, mais admet avoir échangé de nombreux SMS avec Claire. Dans l'un d'eux, retrouvé par la police, elle écrivait « Je dois prendre une décision, je ne peux plus continuer comme ça ». Des mots ambigus, lourds de sens, qui font planer le doute. Alors, qui? Le mari désespéré? L'épouse au bord de la rupture? Un tiers extérieur profitant de la fragilité du couple? La piste du tiers est sérieusement envisagée, car les appels mystérieux de Jean-Marc vers cet escroc connu des services de police intriguant les enquêteurs. Les auditions révèlent que cet individu avait tenté de convaincre Jean-Marc d'investir dans une arnaque immobilière. De l'argent aurait pu circuler, mais aucune preuve tangible ne le relie au drame. Les enfants, eux, apportent malgré eux un éclairage tragique. En fouillant les ordinateurs, les enquêteurs tombent sur l'historique de navigation de Lucie. Quelques jours avant la disparition, elle avait consulté des forums sur les fugues, cherchant des conseils pour partir loin de sa famille. Était-ce une coïncidence? Ou la preuve qu'elle avait perçu l'imminence du drame? Quant à Mathis, son téléphone contenait un enregistrement vocal jamais envoyé. Dans ce message d'une voix tremblante, il disait simplement « J'ai peur quand il crie, je veux que ça s'arrête ». Ces quelques mots, terriblement poignants, renforcent l'idée d'un climat explosif au sein du foyer. Pendant ce temps, la presse s'emballe, les chaînes d'information diffusent en boucle les images de la maison, les interviews de voisins bouleversés, les gros titres « Mystère du Lauragais »,« Qui a tué les Delmas ?» Les journalistes spéculent, alimentant les rumeurs. Certains évoquent la piste sectaire, d'autres celle d'un crime organisé. La région, autrefois tranquille, se retrouve au centre d'une attention médiatique insoutenable. Les enquêteurs, eux, avancent lentement. Un élément finit par retenir leur attention. Le retrait en liquide de 2 000 € par Jean-Marc juste avant la disparition. L'argent n'a jamais été retrouvé. Était-ce pour payer un complice? Pour préparer une fuite? Ou pour acheter le silence de quelqu'un? Un autre détail, découvert plus tard, trouble encore davantage. Dans le coffre de la voiture de la famille, stationnée devant la maison, les experts trouvent des traces de sang invisibles à l'œil nu, révélées par la luminole. Ce sang correspond à celui de Claire et de Lucie. Cela signifie que les corps ont probablement transité par le véhicule avant d'être déposés dans les bois. Mais qui conduisait? Et surtout, comment un voisin ou un inconnu aurait-il eu accès au véhicule sans éveiller les soupçons? Les pistes divergentes s'accumulent, mais aucune ne semble pouvoir s'imposer. Certains enquêteurs penchent pour un drame familial peut-être provoqué par Jean-Marc.
D'autres défendent l'idée d'une intervention extérieure, orchestrée par quelqu'un de proche mais extérieur au cercle intime. Les tensions s'intensifient même au sein de l'équipe d'enquête. Le capitaine dirigeant l'opération aurait déclaré « Nous avons toutes les pièces d'un puzzle, mais aucune ne s'emboîte encore ». Et c'est dans ce contexte de confusion que survient un rebondissement inattendu. Quelques semaines après la découverte des corps, un témoin se manifeste. Un routier, de passage dans la région la nuit du 12 février, affirme avoir croisé une voiture ressemblant étrangement à celle des Delmas, chargée à l'arrière, roulant à vive allure sur une départementale secondaire. Mais il n'a pas vu le conducteur. Ce témoignage, bien qu'incertain, relance la piste d'un transport des corps organisé méthodiquement. Et pose une nouvelle question, Jean-Marc, déjà mort à cette date, pouvait-il être celui au volant, ou bien s'agissait-il de quelqu'un d'autre, en train de dissimuler les preuves? L'enquête, loin d'apporter des réponses, semble ouvrir davantage de zones d'ombre. Les indices matériels s'accumulent, les témoignages se contredisent, les rumeurs enflent. Chaque piste envisagée finit par se heurter à une impasse. Mais une certitude terrible s'impose peu à peu aux enquêteurs. Le drame des Delmas ne peut pas être compris sans lever le voile sur leurs secrets les plus intimes. Car derrière les apparences d'une vie banale, quelque chose d'obscur avait déjà commencé à gangrener la famille. Et c'est en explorant ces ombres que la vérité encore dissimulée finira par émerger. Pendant plusieurs semaines, l'enquête piétine. Les enquêteurs tournent en rond entre dettes, tensions conjugales, rumeurs de liaison et témoignages contradictoires. Mais au printemps 2014, un élément inattendu bouleverse le cours de l'affaire. Un rapport de la police scientifique, passé presque inaperçu dans le flot des analyses, révèle la présence d'empreintes partielles sur la bâche ayant servi à dissimuler les corps. Ces empreintes, mal définies, n'appartiennent ni à Jean-Marc, ni à Claire, ni aux enfants. Après recoupement, elles sont attribuées à un homme déjà connu des fichiers, un certain Lionel B., ancien collègue de Jean-Marc. Lionel B., électricien comme lui, avait travaillé dans la même entreprise une dizaine d'années auparavant. Les deux hommes s'étaient débrouillés violemment après une affaire de chantier où Jean-Marc l'avait accusé de vol de matériel. Lionel avait été licencié et depuis, il survivait de petits boulots instables, multipliant les démêlés avec la justice. Lorsque les gendarmes l'interpellent et l'interrogent, il nie toute implication. Il reconnaît avoir revu Jean-Marc quelques mois avant le drame, par hasard, dans un bar de quartier. Mais il jure n'avoir jamais remis les pieds dans sa maison. Pourtant, la bâche maculée de sang le contredit. Pressé de questions, Lionel finit par lâcher une phrase qui glace les enquêteurs. « Jean-Marc m'avait demandé un service. Mais je ne savais pas que ça irait aussi loin. » Cette déclaration, aussi énigmatique qu'inquiétante, ouvre une piste totalement nouvelle. Les enquêteurs, fouillant le passé des deux hommes, reprennent les archives de leur ancien chantier et épluchent dans leur communication. Ils découvrent alors que, dans les jours précédant la disparition, Lionel a effectivement reçu plusieurs appels de Jean-Marc. Ces fameux coups de fil mystérieux que personne ne comprenait jusque-là. Mais quel était ce service évoqué par Lionel? Aurait-il aidé Jean-Marc à déplacer les corps? Était-il complice du crime? Ou simple exécutant d'un plan qu'il n'avait pas mesuré? Les experts, en analysant la bâche et le sol du bois, confirment que 2 personnes au minimum ont participé au transport des cadavres. L'hypothèse d'un tueur isolé s'effondre. L'affaire prend alors des allures de complot, de scénario où plusieurs acteurs se croisent dans l'ombre. Au même moment, une autre révélation ébranle l'enquête. En fouillant plus profondément l'ordinateur de Claire, les enquêteurs découvrent une série de mails jamais envoyés, mais sauvegardés en brouillon. Dans l'un d'eux, elle écrit « Je ne peux plus vivre dans cette peur. Jean-Marc a changé, il parle de tout arrêter. Il m'a dit qu'il voulait qu'on parte tous ensemble, mais pas comme je l'entends. Si quelque chose m'arrive, sachez que je n'y suis pour rien. » Ce message, daté de quelques jours avant la tuerie, fait l'effet d'une bombe. Il laisse entendre que Jean-Marc envisageait quelque chose de radical, un plan que Claire redoutait. Mais pourquoi n'a-t-elle pas alerté plus tôt ? Était-elle paralysée par la peur ou avait-elle espéré que tout s'apaise? Les confrontations s'enchaînent. Lionel est de nouveau interrogé, cette fois confronté aux mails de Claire. Son attitude change. Moins sûr de lui, il finit par admettre qu'il s'était rendu chez les Delmas la nuit du 11 février. Selon sa version, Jean-Marc l'aurait appelé dans un état d'urgence lui demandant de l'aider à régler un problème. Lorsqu'il est arrivé, il aurait découvert les corps déjà sans vie. Jean-Marc, selon lui, aurait confessé les avoir tués dans un moment de folie avant de se donner la mort lui-même. Mais ce récit ne tient pas. Jean-Marc figure lui aussi parmi les victimes. Cette contradiction plonge l'enquête dans la confusion. Soit Lionel ment, soit il dissimule la véritable identité du meurtrier. Car une chose est certaine, si Jean-Marc est mort cette nuit-là, alors il n'a pas pu organiser seul la dissimulation. Les experts s'intéressent alors aux horaires précis. Grâce aux analyses téléphoniques,
Ils établissent que le portable de Jean-Marc a été utilisé jusqu'à 1h47 du matin la nuit du 11 février, après quoi plus aucun signal. Or, à 2h15, le téléphone de Lionel borne dans la même zone. Tout laisse croire qu'il était bien sur place au moment du drame. L'enquête bascule à nouveau lorsqu'un voisin, interrogé une troisième fois, se souvient d'un détail qu'il n'avait jamais jugé important. Dans la nuit du 11 au 12, il aurait aperçu depuis sa fenêtre la silhouette d'une personne sortant précipitamment de la maison d'Elmas, tirant derrière elle ce qui ressemblait à un grand sac. À l'époque, il n'avait pas osé en parler, craignant de s'être trompé. Mais ce témoignage, ajouté aux autres éléments, renforce l'idée d'une complicité active. Alors, qui était réellement le cerveau ? Jean-Marc, enfermé dans ses dettes et ses colères. Lionel, animé par la rancune et l'opportunisme. Ou un autre acteur encore, tapi dans l'ombre. Les gendarmes continuent de creuser. Dans le garage de Lionel, une perquisition révèle des traces de sang correspondant à Lucie Delmas. Une découverte accablante. Face à l'évidence, Lionel craque. Dans un aveu partiel, il explique avoir aidé Jean-Marc à mettre fin à ses problèmes. Selon lui, Jean-Marc aurait planifié la mort de sa famille, persuadé qu'il n'y avait plus d'issue à leurs dettes et à leurs conflits. Mais Lionel assure qu'il n'a fait que porter les corps, sans participer au meurtre. Cet aveu, pourtant, laisse les enquêteurs sceptiques. Pourquoi aurait-il accepté de s'impliquer dans un acte aussi abominable ? Et surtout, pourquoi du sang de Lucie se trouvait-il dans son propre garage ? La confrontation entre les faits et la parole de Lionel fait émerger un tableau troublant, un mélange de manipulation, de mensonges et de vérités fragmentées. Était-il complice, manipulé par Jean-Marc ? Était-il l'exécutant principal tentant aujourd'hui de minimiser son rôle ? Les révélations s'entrechoquent sans offrir de certitude absolue. Mais elles dessinent peu à peu un scénario d'une noirceur inouïe, celui d'un père au bord de l'effondrement, entraînant dans sa chute toute sa famille, aidé ou récupéré par un ancien collègue en quête de vengeance ou d'argent facile. Pour la première fois, les enquêteurs sentent qu'ils s'approchent du cœur de la vérité. Une vérité qui, si elle venait à être confirmée, marquerait l'affaire Delmas comme l'une des plus sombres de l'histoire criminelle française récente. Et tandis que Lionel est placé en détention provisoire, l'instruction judiciaire prend un tournant décisif. Car le procès, déjà en préparation, promet d'être celui des révélations et des confrontations finales. Mais avant d'en arriver là, les enquêteurs doivent encore démêler les mensonges des aveux partiels. Et surtout, répondre à la question obsédante qui hante toujours l'affaire. Qui cette nuit-là a porté le coup fatal ? Car tant que ce mystère n'est pas résolu, l'ombre plane encore sur la maison d'Elmas, comme un secret inavouable qui refuse de disparaître. Lorsque le procès de Lionel B s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, en novembre 2017, plus de 3 ans se sont écoulés depuis la nuit tragique où la famille Delmas a été décimée. 3 années d'attente, d'incertitude, de rumeurs et d'expertises contradictoires. 3 années durant lesquelles la douleur des proches et l'indignation de tout un village n'ont cessé de grandir. La salle d'audience est comble dès le premier jour. Famille des victimes, journalistes, habitants du Lauragais, simples curieux. Tous veulent entendre, enfin, la vérité. Au centre, dans le box des accusés, Lionel B apparaît vieilli, amaigri, le regard fuyant. Vêtu d'une chemise trop large, il se tient voûté, comme écrasé par le poids de ce qui va se jouer. Dès les premières minutes, l'atmosphère est lourde, presque irrespirable. Le président rappelle les faits. Dans la nuit, du 11 au 12 février 2014, Jean-Marc, Claire, Lucie et Mathis Delmas ont été tués dans leur maison. Leurs corps, transportés et dissimulés dans un bois, ont été retrouvés plusieurs jours plus tard. Les expertises médico-légales ont conclu à des violences répétées et à un étranglement pour 2 des victimes. Face à la cour, Lionel est accusé de complicité d'assassinat, de recel de cadavres et de destruction de preuves. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais lui, depuis le début, nie avoir participé au meurtre. Il répète inlassablement la même version. « Quand je suis arrivé, c'était déjà fait. Je n'ai fait qu'aider, je n'ai pas tué. » La première semaine du procès est consacrée à l'audition des experts. Les médecins légistes décrivent avec froideur la violence des coups déportés. Les enquêteurs détaillent les traces de sang retrouvées dans le garage de Lionel, les empreintes partielles sur la bâche, les appels téléphoniques nocturnes. Chaque pièce du puzzle est exposée devant les jurés. Et peu à peu, un scénario s'impose. Lionel n'était pas seulement un complice passif. L'avocat général, implacable, insiste sur les contradictions de l'accusé. S'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi ces empreintes figuraient-elles sur la bâche ? Pourquoi du sang de Lucie avait-il été retrouvé dans son garage ? Pourquoi avait-il menti, dans un premier temps, sur sa présence dans la maison cette nuit-là ? À chaque question, Lionel s'enferme dans des explications confuses. « J'ai eu peur. Je ne voulais pas être mêlé à ça. Je n'ai pas réfléchi. » Mais la ligne de défense tente une autre approche.
Pour les avocats de Lionel, il existe un doute sérieux. Celui du rôle central de Jean-Marc Delmas lui-même. Il peigne le portrait d'un homme fragilisé par les dettes, miné par des tensions conjugales, obsédé par l'idée d'une issue radicale. Selon eux, Jean-Marc aurait tué son épouse et ses enfants dans un accès de désespoir, avant de demander l'aide de Lionel pour effacer les traces. Mon client n'est pas un assassin, plaide l'avocat. C'est un homme faible, entraîné malgré lui dans une tragédie dont il n'est pas le moteur. Les proches de Claire, assis dans le banc des parties civiles, réagissent avec douleur à ses propos. Pour eux, il est inconcevable que Jean-Marc ait pu commettre l'irréparable. Les larmes de la sœur de Claire, qui se lève pour dire « Il aimait ses enfants, jamais s'il n'aurait fait ça », marquent un moment d'émotion intense. La salle, suspendue aux mots, mesure toute la complexité de l'affaire. Puis viennent les témoignages. Les voisins racontent les disputes nocturnes, les cris, les tensions. Les collègues de Jean-Marc évoquent son état de lassitude, ses paroles inquiétantes. Les amis de Claire relatent dans ses confidences, ses peurs, ses doutes. Tout cela dessine le portrait d'une famille fragilisée au bord de la rupture. Mais qui, de Jean-Marc ou de Lionel, a franchi la ligne rouge? Au troisième jour, un moment clé bouleverse l'audience. L'avocat général lit à haute voix le brouillon de mail retrouvé sur l'ordinateur de Claire. « Je ne peux plus vivre dans cette peur. Si quelque chose m'arrive, sachez que je n'y suis pour rien. » Ces mots, écrits de la main d'une femme consciente du danger, résonnent comme une prémonition. Dans la salle, un silence glacé s'installe. Le regard de Lionel, fixé sur ses chaussures, semble s'enfoncer un peu plus dans l'ombre. La défense, pourtant, ne lâche rien. Elle insiste sur l'absence de preuves directes reliant Lionel au geste meurtrier. Pas d'ADN sur les armes potentielles, pas de témoins oculaires. Le doute doit bénéficier à l'accusé, répète-t-il comme un mantra. Mais l'accusation brandit alors un autre élément accablant, le témoignage d'un codétenu. Pendant sa détention provisoire, Lionel aurait confié, dans un moment de relâchement, avoir aidé à faire taire les gosses. Des mots rapportés par ce codétenu, contestés par Lionel, mais qui jettent une ombre supplémentaire sur sa défense. Les plaidoiries au final marquent le point culminant du procès. L'avocat général décrit un homme rancunier, instable, opportuniste, qui aurait profité de la détresse de Jean-Marc pour assouvir une vengeance et s'engluer dans un crime abominable. Il ne suffit pas de cacher des cadavres pour être coupable, tonne-t-il. Mais ici, les preuves s'accumulent. Lionel B n'a pas seulement aidé, il a participé. Il a tué. En face, la défense supplie les jurés de ne pas céder à l'émotion. Oui, il a aidé. Oui, il a commis l'erreur d'accepter. Mais cela ne fait pas de lui un meurtrier. Lorsque le verdict tombe, après plusieurs heures de délibération, la tension est à son comble. Lionel B est reconnu coupable de complicité d'assassinat et recel de cadavres. La Cour le condamne à 30 ans de réclusion criminelle, un verdict lourd qui suscite à la fois soulagement et frustration. Car pour beaucoup, le rôle exact de Jean-Marc dans ce drame reste une énigme non résolue. Dans la salle, les familles éclatent en sanglots. Certains se disent enfin délivrés par une justice rendue. D'autres, au contraire, murmurent que la vérité n'a pas totalement été révélée. Lionel, lui, reçoit sa peine sans réaction. Impassible, comme résigné à son destin. Le procès des Delmas ne referme pas toutes les plaies, mais il fixe une vérité judiciaire, imparfaite mais nécessaire. Et surtout, il grave dans la mémoire collective une certitude: derrière la façade tranquille d'une famille, derrière les murs d'une maison banale peut se cacher un drame d'une noirceur insoupçonnée. Car au-delà des preuves et des plaidoiries, ce procès a révélé quelque chose de plus profond, les failles invisibles qui, dans le silence des foyers, peuvent se transformer en tragédie. Et si le Lauragais a enfin obtenu un verdict, il lui reste à vivre avec une autre sentence, celle d'un mystère qui ne sera peut-être jamais totalement éclairci. Le verdict est tombé, la salle d'audience s'est vidée, mais dans le silence qui suit les grands procès, une question reste suspendue: que laisse derrière elle une telle tragédie? Dans le Lauragais, les mois qui suivent de la condamnation de Lionel B sont marqués par un étrange mélange de soulagement et de malaise. Soulagement, parce qu'une réponse judiciaire a enfin été apportée. Malaise, parce que cette réponse ne suffit pas à effacer les doutes, ni à guérir les blessures. La famille Delmas, anéantie, ne reviendra jamais. Et pour ceux qui restent, l'absence se fait chaque jour plus lourde. Dans le village, la maison de pierre au volet bleu demeure fermée, comme figée dans le temps. Longtemps, personne n'a osé l'approcher. Elle devient un lieu de mémoire silencieux, mais aussi de crainte. Certains habitants avouent ne détourner les yeux en passant devant, incapables de supporter l'idée de ce qui s'y est déroulé. D'autres, au contraire, viennent y déposer discrètement des fleurs en hommage à Claire, à Lucie et à Mathis, comme pour conjurer le souvenir d'une nuit qui a détruit bien plus qu'une famille, la confiance dans la tranquillité même du village. Pour les proches, le deuil est un chemin tortueux. La sœur de Claire, brisée par la perte de sa cadette et de ses neveux, multiplie les interviews, refusant que leur mémoire s'efface derrière les débats judiciaires.
Ils n'étaient pas qu'un dossier d'instruction, répète-t-elle, ils étaient en des vies, des sourires, des voix qui résonnent encore dans nos souvenirs. Ces mots, relayés dans la presse, rappellent que derrière les chiffres et les verdicts, il y a des visages. Les collègues de Claire, à l'école primaire, organisent une cérémonie en sa mémoire. Les élèves déposent des dessins, des lettres maladroites mais poignantes. « Maîtresse Claire, vous nous manquez ». Le collège de Lucie crée un prix littéraire à son nom pour honorer son amour de la lecture. Sur le terrain vague où Matisse improvisait ses matchs de foot, une plaque commémorative est fixée, rappelant qu'ici jouait un enfant dont le rire résonnait encore quelques jours y avant la tragédie. Mais au-delà des hommages, le drame soulève une réflexion plus vaste. Dans les médias, sociologues et criminologues s'interrogent. Comment une famille apparemment ordinaire a-t-elle pu basculer dans l'horreur ? Quels signaux n'ont pas été entendus ? Quels mécanismes psychologiques et sociaux conduisent au silence jusqu'à l'explosion fatale ? Le cas d'Elmas devient un sujet d'étude. Les experts parlent de spirale de l'enfermement, de mécanismes de huis clos familial où les tensions accumulées se transforment en violences destructrices. Certains évoquent aussi la précarité économique, l'isolement social, comme autant de facteurs aggravants. D'autres, plus prudents, rappellent que nul ne peut jamais vraiment prévoir un drame de cette ampleur. Pour les enquêteurs eux-mêmes, l'affaire laisse un goût amer. Beaucoup admettent qu'ils n'ont jamais réussi à éclairer totalement le rôle exact de chacun. La vérité judiciaire a désigné Lionel B comme complice actif. Mais la vérité humaine, plus complexe, demeure partiellement dans l'ombre. Était-il l'exécutant principal ? Était-ce vraiment Jean-Marc qui avait initié le plan macabre ? Ou la réalité se situe-t-elle entre ces deux versions, dans une zone grise où la folie, la rancune et la peur se sont entremêlées ? Cette incertitude, paradoxalement, contribue à inscrire l'affaire Delmas dans la mémoire collective. Elle n'est pas seulement l'histoire d'un quadruple homicide. Elle devient le symbole de ces drames qui échappent aux explications simples et qui rappellent que la violence peut surgir là où l'on croit voir la normalité. Avec le temps, les projecteurs médiatiques s'éteignent peu à peu, mais dans le Lauragais, la cicatrice demeure. Les habitants racontent encore, des années après, où ils étaient dès le jour où l'on a découvert la maison vide, le bois macabre, ou encore lors de l'annonce du verdict. Pour beaucoup, ce drame a marqué une rupture. Après ça, on n'a plus jamais regardé nos voisins de la même façon. Dans les familles jolies voisines, certains se surprennent à guetter plus attentivement les signes de malaise chez leurs proches, à s'inquiéter plus vite d'un silence, d'un rideau fermé trop longtemps, d'une absence prolongée, comme si le souvenir de la tragédie avait inoculé une vigilance nouvelle, une conscience que même derrière les façades les plus paisibles, le pire peut se tapir. Les journalistes, eux, continuent d'évoquer l'affaire dans des documentaires, des articles, des émissions. Chaque récit, chaque analyse, chaque détail ravivé maintient vivante la mémoire des Delmas. Et à travers ces récits, une idée revient sans cesse. La banalité apparente est parfois le masque des drames les plus extrêmes. L'héritage du drame, enfin, se mesure aussi à l'échelle intime. Ceux qui ont aimé Claire, Lucie, Matisse et même Jean-Marc portent en eux une blessure irréparable. Certains parlent d'un avant et d'un après. Avant, il y avait les repas partagés, les fêtes de famille, les projets d'avenir. Après, il n'y a plus que le silence, les anniversaires marqués par l'absence, les photos jaunies emmenées sur les buffets. Et pourtant, dans ce vide, persiste une volonté de mémoire. Ne pas laisser l'oubli recouvrir les victimes, ne pas laisser le crime être réduit à une statistique. Chaque hommage, chaque évocation, chaque mot prononcé à haute voix pour se souvenir est une manière de leur rendre justice, au-delà des murs du tribunal. Ainsi se referme l'affaire Delmas, sans doute jamais totalement résolue dans l'esprit de ceux qui l'ont vécue. Une affaire où les certitudes judiciaires côtoient les zones d'ombre, où les plaidoiries n'ont pas suffi à dissiper toutes les interrogations. Mais une affaire qui laisse derrière elle un avertissement silencieux. La tragédie peut frapper là où on l'attend le moins. Et dans le froid hivernal du Lauragais, au détour d'un chemin boisé, il reste ce souvenir obsédant, celui de 4 vies fauchées dans le secret d'une maison close et d'un mystère qui, malgré les verdicts, continue de hanter les mémoires. Car au fond, l'héritage le plus glaçant de cette affaire est peut-être celui-ci, l'idée que la vérité parfois ne se révèle jamais totalement.